Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ostéobio TV, la première chaîne d'actualité en ostéopathie. Nous espérons que vous avez passé un bel été malgré ce remue-ménage concernant les agréments des écoles. Et nous vous proposons d'attaquer cette rentrée avec justement une suite de notre 15e Ostéomag pour répondre aux questions soulevées par ce remue-ménage. Nous recevons donc de nouveau David Desauges, directeur adjoint d'Ostéobio. David Desauges, bonjour. Bonjour Romane. Beaucoup de changements depuis votre dernière intervention. On a notamment appris quelques jours après la mise en ligne de notre dernière émission qu'Ostéobio s'était vu signifier un refus d'agrément. Refus qui a été suspendu par le tribunal administratif de Melun le 29 juillet, comme cela a été le cas pour l'école ATSA par le tribunal administratif de Lyon et pour l'école Atman au Conseil d'État. Conseil d'État qui a d'ailleurs dit dans son ordonnance au sujet de l'école Atman avoir éprouvé un doute sérieux sur la validité des motifs avancés par l'administration pour justifier le refus d'agrément. Mais contrairement à l'école ATSA qui a fait l'objet d'un agrément suite à son référé, vous venez de recevoir un second refus d'agrément au motif que vos cliniques à l'hôpital ne peuvent être considérées comme telles. Argument qui avait pourtant été jugé illégal par la juge des référés du tribunal administratif de Melun. C'est un peu de l'acharnement quand même. Quel est votre état d'esprit ? Un sentiment partagé, à la fois on est résolu, déterminé, confiant, on en reparlera plus tard parce que sur le contenu des procédures, je veux dire, c'est tellement irrespectueux du droit que de toute façon on n'imagine pas une issue autre qu'une issue favorable. Mais en colère parce que, comme vous venez de le dire, c'est manifeste, c'est de l'acharnement. Il y a un total manque de respect de l'école, de l'institution et de ses étudiants. On a l'impression que ça peut passer comme ça sans problème, que des gens peuvent avoir un droit de vie ou de mort sur une structure qui existe depuis 27 ans, qui a toujours fait preuve de qualité, qui a toujours été engagée sur la qualité pédagogique, sur la qualité des compétences professionnelles, et que d'un seul coup on peut la rayer comme ça. Avec une argumentation fallacieuse, vous l'avez dit, qui a été totalement refoulée par le juge du tribunal administratif de Melun, qui l'a même jugé légalement infondé, donc on peut dire illégal. Et derrière, on nous resserre le même plat. Nous, on a gagné notre référé et on nous ressort à nouveau un argument qui a déjà été jugé, qui a fait l'objet d'un débat à l'audience au tribunal le 29 juillet. On n'a pas eu de mal à démontrer que cet argument ne tenait pas la route, comme tous les autres. Et là, on nous le resserre à nouveau 3 semaines ou 1 mois plus tard, en nous disant « Non, on n'est toujours pas d'accord, vous continuez à être non agréé au motif que vous avez mis en place des consultations hospitalières. » Ce qui, d'ailleurs, en soi, paraît hallucinant. Donc, voilà, on est très en colère par rapport au côté inepte et inique de ces arguments. Mais comme on sait qu'on a le droit pour nous et comme on sait qu'on peut se regarder dans une glace et qu'on est fier de ce qu'on a fait et on sait que c'est une grande avancée pédagogique, eh bien de toute façon on reste résolu, on reste déterminé. Mais je tiens quand même à souligner que dans son mémoire en défense, la DGOS, lors de l'audience, précisait bien que la perte d'un agrément n'impactait directement que les 5e années et que les autres promotions, 1re à 4e année, pouvaient rester dans l'école en attendant que celle-ci récupère son agrément. Mais pourtant, très récemment, on a pu entendre des représentants des syndicats dire que des écoles qui remplissaient le cahier des charges ont eu l'agrément et d'autres qui ne le remplissaient pas n'ont pas eu l'agrément. Oui, et puis alors ça fait partie des choses aberrantes qu'on a entendues là, ces derniers temps. On a aussi entendu des responsables de syndicaux dire que les avis de la commission d'agrément avaient été pris sur des critères purement techniques. Voilà, on a entendu ce genre de choses-là. C'est ce qu'on peut penser, étant donné que la commission consultative était quand même constituée de professionnels. C'est censé être une instance paritaire. Ben oui, vous avez raison. Alors dans ce cas-là, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi le juge de Melun a refoulé tous les arguments qui étaient portés à notre dossier.
Pourquoi le juge a considéré tous les motifs, je ne vais pas tous les faire, ça serait trop long. Pourquoi il les a jugés tous illégaux? C'est parce qu'à chaque fois, on a dénaturé notre dossier. Donc ça, ce n'est pas des arguments techniques, ça. C'est tout simplement une transformation de la vérité. En fait, il y a plein d'arguments, notamment techniques, et plein d'éléments compris dans ce cahier des charges qui ont été demandés par nous. Donc c'est quand même incroyable de voir qu'on ose nous reprocher de ne pas respecter ces arguments, alors que c'est nous-mêmes qui les avons demandés. Donc tout ça ne tient pas debout, c'est une vaste mascarade. Donc vous sous-entendez que ce n'est pas la qualité des écoles qui a été jugée par la CCNA? Pas que ça en tout cas, ça c'est clair. La qualité, bon, qu'est-ce qu'on entend? Une fois qu'on a dit, on s'attache à la qualité. Moi je parle plus de critères pédagogiques ou... Ah non, alors ça, d'accord, ça n'a pas du tout été évalué. On a livré un dossier pédagogique de 250 pages. Il y a des écoles qui ont été agréées avec des dossiers pédagogiques de 20 pages. Alors concernant clairement la qualité pédagogique de la formation, là il faut quand même que je précise certaines choses. Quand j'entends dire que certains projets n'étaient pas assez ambitieux, que certaines écoles... Oui, ce qu'on a pu lire il n'y a pas très longtemps. Oui, et puis ça a été répété. Des écoles avaient investi dans la pédagogie et d'autres pas. Et pas d'autres, voilà. Alors là, excusez-moi, mais ça me fait doucement rire, parce qu'on est quand même une école qui n'a jamais reversé de dividendes. J'aimerais bien que les dirigeants de toutes les autres écoles expliquent ce qui est reversé comme dividende chaque année aux membres de la direction. Nous, on ne reverse pas de dividendes. On réinvestit tout dans le plateau technique, dans la recherche, dans la création de postes. Depuis 27 ans qu'on existe, on n'a fait qu'agrandir nos locaux, embaucher des profs, des chercheurs, créer des partenariats ou multiplier des partenariats en recherche clinique, en recherche pédagogique et en recherche fondamentale. On a créé des consultations à l'hôpital, on a créé des projets professionnels qui assurent un nombre conséquent de consultations pour tous nos étudiants avec plus de 120 structures de partenariat. Des projets pro qui ne sont pas comptabilisés dans les heures de pratique clinique de vos étudiants, il me semble. Si, mais qui sont comptabilisés en stage externe. D'accord. Hein, mais pas en clinique interne, effectivement. Mais ça reste quand même des stages de prise en charge de patients, mais à l'extérieur de l'école. Donc il y a eu énormément d'investissements. On a encore investi l'année dernière dans un logiciel de 30 000 € pour faire de l'anatomie 3D interactive sur la base de reconstitution tridimensionnelle de scanner. Donc l'investissement en termes de qualité pédagogique, il est permanent. Alors quand j'entends dire que mon école n'a pas été agréée à cause de ça, c'est totalement faux, c'est du mensonge là, clairement. Et on a pu entendre aussi qu'une école qui ne répondait pas à un critère fondamental de la nouvelle réglementation concernant l'équipe pédagogique justement, avait reçu un avis favorable de la CCNA et avait même reçu un agrément du ministère avec un nombre d'étudiants supérieur à ce qui avait été proposé par la CCNA. Comment vous expliquez que cette école ait été agréée? Alors, là, il s'agit d'éléments, on peut en parler clairement, hein, il s'agit d'éléments qui ont été mis à notre disposition. Il s'agit d'un relevé de conclusion de la CCNA. Voilà, qui a été mis à notre disposition par le ministère lors de notre audience. Et là, on tombe sur les fesses quand même, parce que sur la seule journée du 11 juin, journée où notre dossier a été examiné par la CCNA, on observe que 6 écoles ont été étudiées. Les dossiers de 6 écoles ont été étudiés cette journée-là. Sur les 6 écoles, il y en a 3 qui font l'objet d'avis défavorables ou d'avis pour un agrément restreint. Et ces 3 écoles-là ne passent même pas par la commission de lissage à la fin des réunions de la CCNA. Elles sont directement agréées quelques jours plus tard, un mois plus tard, par le ministère. Une école qui avait été refusée devient agréée auprès du ministère pour l'accueil de 520 étudiants. Elle avait été refusée. Oui, un avis défavorable. Avis défavorable, refus de la CCNA. Elle est agréée par le ministère pour 520 étudiants. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Vous avez une autre école qui comptait effectivement un nombre insuffisant d'enseignants ostéopathes, pour laquelle déjà la CCNA avait fait preuve de mansuétude en disant... Oui, c'est celle-ci dont je parlais. Oui, en disant, bon, bah, allez, on va quand même les agréer pour 125 étudiants. Au final, le ministère les agrée pour plus de 300 étudiants. Mais alors, comment vous expliquez ça? Je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne sais pas. Alors, en tout cas, on se pose des questions. C'est évident qu'on se pose des questions. Je voudrais juste préciser quand même que ces décisions-là, ce qui est hallucinant, c'est que le ministère
publie des décisions d'agrément de ces 3 écoles-là en disant selon les avis de la CCNA du 11 juin. Or, les avis de la CCNA du 11 juin, c'est pas du tout ça. Donc, quand j'entends dire à la radio ou quand je lis dans la presse que le ministère a fait preuve de probité, d'intégrité, d'objectivité, de rigueur, et qu'il a suivi parfaitement les avis de la CCNA, mais là, j'explose de rire. C'est du grand guignol. Et c'est vrai que moi, et je ne suis pas le seul, les dirigeants d'autres écoles qui ont fait partie du wagon Stop et Net se posent beaucoup de questions, effectivement. Pourquoi il y a des écoles repêchées, pas d'autres, avec des méthodes qui sont quand même assez originales, voire opaques. On est obligé de se demander s'il n'y a pas eu des collusions, des ententes, etc. Alors, il y a une conférence de presse qui a été organisée par M. Vincent Staff, le directeur d'une école à Bordeaux, qui met courageusement les pieds dans le plat, qui explique que vraisemblablement il y aurait peut-être des ententes entre des groupes financiers, des groupes politiques comprenant à la fois des écoles, des syndicats. Sur Internet, on trouve quand même des photos où vous avez une table ronde avec des gens qui sont en train de discuter, tout sourire, un verre à la main, et dedans vous avez des gens de la DGOS, vous avez des gens d'écoles d'ostéopathie, dont celle dont nous parlions tout à l'heure, des dirigeants de syndicats, et ça c'était en décembre ou janvier, là, récemment. Donc ça fait bizarre. On peut commencer à douter de la neutralité de la CCNA. C'est troublant, c'est troublant. On peut effectivement douter de cette neutralité. En tout cas, clairement, moi je dis, s'il y avait possibilité de faire quelque chose de moins opaque, de plus clair, de plus évident, pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Parce que là, on entretient volontairement le doute, on entretient le soupçon. Et surtout, là, on disait tout à l'heure, ils nous repassent le même plat. Arrêtons-nous un instant sur cette histoire des consultations hospitalières. On nous dit... voilà, vous avez mis en place des consultations en milieu hospitalier. Donc nous, dans le dossier, on décrit ces consultations rigoureusement de la même manière que les consultations de clinique interne au sein de l'école. Voilà, il se passe exactement la même chose. Sauf qu'au lieu que ça se passe... des étudiants avec un tuteur. Avec un tuteur qui accueille des patients issus soit de l'hôpital, soit des consultants externes, extérieurs à l'hôpital, voilà, dans des salles de consultation qui ne sont utilisées que par Ostéobio. Donc des salles dédiées à la pratique de l'ostéopathie au sein de l'hôpital, uniquement, qui ne servent jamais à... Qui servent à personne d'autre, c'est des salles qui étaient inoccupées, qu'on utilise 2 à 3 jours par semaine, il y a 3 salles, et on nous dit, ah ben non, parce que c'est à l'hôpital, refus d'agrément. Et est-ce qu'on peut à un moment donné s'arrêter là-dessus quand même, et se dire, mais on délire, on délire. C'est-à-dire que quelque chose qui est censé être une avancée pédagogique majeure pour l'école, mais aussi une augmentation de la qualité de la formation pour la profession, que tout le monde devrait applaudir. Alors, je ne demande pas à être une star, mais qu'au moins on dise « Ah, dis donc, Ostéobio, on n'aime pas, mais ce qu'ils ont fait, c'est quand même pas mal, on peut essayer de faire pareil. » D'ailleurs, il y a une école qui a fait pareil. Il y a une école qui a mis en place une consultation hospitalière. Et qu'en est-il de son agrément? Et qui a été agréée. Et quand vous lisez le relevé de décision, l'avis ministériel de l'agrément de cette école qui est dans la région toulousaine, vous voyez que dans ces sites de formation, il y a le site d'un hôpital. Donc, public. Public, oui. Alors, donc, elle fait des consultations dans cet hôpital et on reconnaît que le site d'activité clinique dans cet hôpital fait partie de l'activité de l'école. C'est complètement fou. Et c'est ce qu'on nous reproche, nous, depuis 2 mois. Donc là, vous êtes obligé de vous dire, il y a une rupture d'égalité de traitement des dossiers qui est évidente. Mais alors du coup, dans le monde hospitalier, là, dans les hôpitaux où interviennent vos étudiants, comment ça se passe actuellement? Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de cette situation? Ils sont atterrés. Il ne faut jamais oublier que cette activité en milieu hospitalier, qui encore une fois est une externalisation de notre clinique interne, c'est comme ça qu'il faut le voir, elle s'est mise en place avec des gens ravissants, très accueillants, qui étaient intéressés par le jargon, le discours d'Ostéobio. Et forcément, les conventions de partenariat ont été validées par les CME, les comités médico-éthiques, et par les services juridiques des hôpitaux. Oui, on en avait déjà parlé, puisque justement, ça avait fait polémique déjà à l'époque. Donc ça, c'est OK.
Derrière, dire que ces consultations sont illégales ou qu'elles ne peuvent pas être considérées comme des consultations d'ostéopathie, c'est pas possible. Donc ils sont consternés. En plus de ça, je veux dire, même des médecins, des chefs de service viennent se faire soigner. Ils nous envoient des patients régulièrement. Enfin, ça se passe du mieux qu'on peut. Il faut vraiment faire la différence entre, je dirais, ceux qui ont les mains dans le cambouis, qui sont sur le terrain, et puis les politiques qui défendent un précaré, qui défendent des acquis, des choses comme ça, qui nous dépassent un petit peu, et qui, eux, vraiment n'ont aucune vergogne à dézinguer des écoles comme ça en rayant une ligne sur un papier, lors d'une réunion au ministère de la Santé. Tous les jours aux infos, on entend des gens qui en ont ras-le-bol de la politique, parce que vous avez des personnes qui sont convaincues que la réalité du terrain, les compétences sur le terrain et la politique, c'est deux choses différentes. Et ils sont convaincus qu'on peut rayer une école avec 350 étudiants, 27 ans d'existence, 80 formateurs, etc., 15 personnels salariés, comme ça, d'un coup de crayon, après une petite discussion d'une demi-heure, parce que c'est politique. Oui, ça ressemble davantage à un conflit d'intérêts qu'à une véritable avancée pour la profession. Contrairement à tout ce qu'on a pu entendre dire d'aberrant ces derniers temps. Il est évident qu'on est là dans une problématique de règlement de compte politique. Encore une fois, on l'assume parce qu'on savait qu'on allait mettre un petit peu le bazar. Mais et alors d'un point de vue politique, je me permettrais de rajouter quelque chose d'important, et là je m'adresse aux professionnels cette fois-ci, c'est qu'on a vu beaucoup et on a entendu beaucoup de syndicats dire à leurs adhérents, à leur base, vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire table rase, on va réguler, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a trop d'ostéopathes diplômés chaque année, il y a trop de monde sur le marché, il y en a plein qui disparaissent, qui dévissent leur plaque au bout de 6 mois. Ceux qui dévissent leur plaque, d'ailleurs, c'est parce qu'ils n'ont pas les compétences professionnelles, c'est parce qu'ils n'ont pas été bien formés. C'est pas parce qu'ils sont issus de cette école-là ou de cette école-là, ça n'a rien à voir avec un dossier d'une école. Eh bien, on nous dit, on va réguler la profession, il y aura moins d'écoles. Okay. Et donc moins d'ostéopathes sur le marché derrière. Eh ben non. Et ben voilà, c'est là où le bas blesse. Et là, moi, je demande aux professionnels qui sont inscrits dans différents syndicats de se tourner vers leurs dirigeants et de leur demander si ce qu'on leur a vendu depuis plusieurs mois, plusieurs années, si ce n'était pas du rêve. Parce que quand on leur a dit on va mettre en place des procédures drastiques, on va diminuer le nombre de diplômés chaque année, et ben moi j'invite chacun à regarder le nombre d'écoles qui ont été diplômées. Donc on est arrivé à 24. Qui ont été agréées, oui. Maintenant, agréées, pardon. On est arrivé à 24. Soit dit en passant, d'ici 2016, on va remonter à 30, c'est sûr et certain, entre 28 et 30 à peu près. Parce que les écoles ont un an pour représenter un dossier d'agrément. Oui, puis il y a déjà une école qui va se créer, une nouvelle école qui va se créer, je crois, pas loin de 3. Il y a des écoles qui vont représenter des dossiers. Nous, on va gagner. Je pense que vous avez une école comme Atman qui est bien partie pour gagner aussi, qui a une capacité d'accueil énorme. Vous lisez les décisions ministérielles. On arrive au jour d'aujourd'hui, à mon avis, on doit être entre 8 et 9 000 étudiants en ostéopathie. Alors certes, on a 3 fois moins d'écoles, mais on a quasiment autant d'étudiants qu'avant. Et vous divisez par 5, et vous verrez que d'ici, je pense, 2016, on va à nouveau diplômer 2000 à 2500 ostéopathes par an, comme ça se passait avant, exactement pareil. Donc quand on a vendu pendant 1 an, 2 ans à des professionnels l'idée qu'on avait super bien travaillé pour réduire le nombre de diplômés, eh ben moi je dis, on vous a menti. Bon, et pour en revenir aux procédures actuelles, que va-t-il se passer pour la rentrée à Ostéobio ? Alors, concrètement, parce que vous avez raison, c'est aussi ce qui intéresse nos étudiants et les parents d'élèves. D'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement les étudiants parce qu'on a eu énormément, et même les anciens, on a eu énormément de messages de soutien. Pour les rassurer, les parcours sont sécurisés. Même pour les 5e années, on a trouvé une solution qui, je pense, va intéresser beaucoup d'entre eux. Mais de toute façon, les solutions qu'on a trouvées, c'est les solutions du pire. On est vraiment très confiant sur les chances que nous avons de gagner. On attaque au Conseil d'État, comme l'a fait Atman. Comme on a une procédure qui est similaire à celle d'Atman. Donc, les arguments étant illégaux, on va encore... L'argument, puisqu'il n'y en a plus qu'un. Oui, il n'y en a plus qu'un d'ailleurs. On va encore gagner, je pense, au Conseil d'État. Maintenant, la question, c'est combien de temps ça va prendre. Et qu'est-ce que ça donne derrière ? Parce que le Conseil d'État va de nouveau annuler le second refus d'agrément. Alors, ils suspendent.
Ils suspendent à nouveau la Suspendent, décision. d'accord. Ils vont redemander au ministère de réinstruire à nouveau notre Et dossier. est-ce que le ministère peut vous ressortir un 3e refus d'agrément? En théorie, c'est pas impossible, mais là, on entre dans de la procédure abusive. Et au sujet de votre agrément qui courait normalement jusque fin 2016? Alors, il y a aussi ça, effectivement. Nous continuons à marteler que notre agrément, qui a été délivré en 2012, valable 4 ans, qui a fait l'objet d'un arrêté, et on a une notification administrative, comme quoi il est valable jusqu'au 21 juin 2016. Cet agrément, il est toujours valable. Ça, c'est clair et net. Parce qu'on a pu lire beaucoup de commentaires sur ce fameux décret 2014-1043, là. Relisons, on ne va pas le relire là, l'article 29, j'invite chacun à le relire. L'alinéa 1 ne nous concerne pas et on n'est concerné que par l'alinéa 2. Et donc notre agrément 2016... L'alinéa 2 qui demandait à toutes les écoles agréées de déposer un dossier. De déposer un dossier, ça, il fallait le faire, quel que soit l'agrément dont on bénéficie. Qui a été fait. Ce qui a été fait évidemment dans les temps. On a fait une demande de recours gracieux pour nous dire, voilà, prononcez-vous, cet agrément il est valide quand même. Aucune réponse. Mais pas une réponse. On l'a envoyé à plusieurs personnes, aucune réponse. Donc vous n'avez pas de réponse officielle ce jour? Ils ne se prononcent pas. On n'a aucune notification qui dit que notre agrément est annulé. Et quand nous, on leur dit, voilà, notre agrément est toujours valable, vous êtes d'accord ou pas? Ils ne répondent pas. Deuxième chose, il faut quand même savoir qu'une fois que l'ordonnance du juge de Melun a rendu ou a suspendu la décision du ministère, ils avaient 15 jours pour réinstruire notre dossier. Ils ont dépassé le délai de 10 jours, bafouant les règles de justice élémentaires, bafouant les règles républicaines. Notre avocat les a appelés 7 fois. Sur les 7 fois, il a 6 fois été bloqué par le secrétariat. Lorsque, à un moment donné, il a enfin pu tomber sur le juriste de la DGOS, on lui a répondu « Non, non, mais vous inquiétez pas, c'est vrai qu'on est un peu à la bourre, mais votre agrément va paraître bientôt au journal officiel, c'est d'un jour à l'autre. » Donc nous, on s'est dit « Bon, bah ok. » Quelques jours après, on avait une nouvelle notification de refus d'agrément. Je veux dire, on est sur des procédures hallucinantes quand même. C'est un manque de respect, et pas seulement pour moi, même pour nos avocats. Je veux dire, sur le plan déontologique, c'est quand même assez extraordinaire. C'est une méthode. On ne pensait pas qu'une administration pouvait faire ça. Bon, bah voilà. Alors, il faut faire le dos rond. Bon, moi, au jour d'aujourd'hui, on a perdu des étudiants et on va continuer à en perdre très probablement. Maintenant, on est des guerriers, on aime la guerre. Plus on nous cherche des noises, plus on nous enfonce la tête, plus ça nous plaît. Et je peux me regarder dans une glace parce que tout ce que je dis depuis le début de cet été s'est avéré exact. On a fait une conférence de presse le 15 juillet, on a dénoncé tous les arguments, on a dit qu'ils étaient illégaux, ils ont été jugés illégaux. Et parallèlement à ça, l'argumentaire de la DGOS craque de partout. Ça craque au Conseil d'État, ça craque dans les tribunaux administratifs. Vous avez des procédures, ils en sont à un stade où ils sont à court d'arguments, ils nous repassent les mêmes plats. Enfin, à un et puis moment vous donné, n'êtes pas les seuls dans ce cas-là, puisqu'on a cité ATSA, on a cité Atman, il y a d'autres écoles dans le même cas. À un moment donné, si vous voulez, on va y arriver. Simplement, ça va durer. Et c'est ça qui est un peu dur à supporter. C'est la patience. Il y a encore du chemin pour que la profession d'ostéopathe intègre le monde de la santé, on dirait. Oui, certes. On vous souhaite, en tout cas, sur le plan des règles morales et éthiques, oui, c'est sûr. On vous souhaite bien du courage. Merci. Et puis, on se tiendra informé de l'évolution de la situation, bien sûr. Merci, Roman. Ostéomax, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve début octobre pour faire le point sur la première mission d'Ecostéo en Arménie. À bientôt!